Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Imaginez une équipe sportive qui pendant des années, s'est montrée incapable de s'auto-arbitrer de manière neutre. Ouais, un très grand classique. Voilà, donc pour amener l'équité, on finit par nommer un arbitre externe, totalement indépendant. Le match reprend, une certaine sécurité s'installe. La pression redescend un peu. C'est ça. Et puis soudainement, on remercie cet arbitre et on redonne le sifflet aux dirigeants de l'équipe elle-même. Ce qui en fait ramène le problème exactement au point de départ. Absolument. Et c'est vraiment le cœur de notre plongée dans les sources d'aujourd'hui. Notre mission, ça va être de décrypter cette évolution très fragile de la justice restaurative pour les victimes d'abus au sein de l'Église. Oui, en s'appuyant sur des tribunes récentes, les notes du collectif Voix libérée et les déclarations de Marie Derain de Vaucresson. Tout à fait. Et pour bien comprendre l'inquiétude actuelle, on parle de nos sources, il faut revenir, je pense, à la solution inédite qui avait été mise en place après le choc initial. Le fameux séisme de la Sièze, c'est vraiment le point de bascule. Ce rapport a révélé la dimension systémique des violences. Et ça a forcé la création de l'INIR, l'instance nationale indépendante. Voilà, de reconnaissance et de réparation. Avec un principe fondamental qui, pour le coup, était révolutionnaire pour l'institution. C'était l'idée d'instaurer un tiers de confiance et surtout de, je cite, tenir pour vrai ce qui est dit. C'est fascinant comme approche. Au fond, n'est-ce pas exactement comme faire appel à cet arbitre externe dont on parlait, parce qu'on a prouvé qu'on ne pouvait plus être neutre? C'est la métaphore parfaite, oui. C'était une décision très forte, symboliquement. L'institution acceptait enfin de se décentrer. De laisser une instance complètement autonome évaluer ses propres fautes. Voilà. Pendant des décennies, la parole se heurtait au filtre hiérarchique interne. L'INER a agi comme un sas protecteur. C'était pas parfait au début, mais ça apprenait de ses erreurs en écoutant le terrain. Ce qui nous amène à la rupture d'aujourd'hui. D'après nos documents, ce modèle qui fonctionnait est en train d'être démantelé au profit d'un nouveau projet qui s'appelle Renaître. Oui, et c'est ce qui provoque énormément de colère. On passe d'une instance nationale à un dispositif territorial. Géré par les diocèses eux-mêmes. Les collectifs de victimes parlent dans les textes d'une grande baffe et d'un retour en arrière. Une vraie gueule de bois pour eux. Mais faisons l'avocat du diable un instant. Théoriquement, la proximité locale, ça semble être une bonne idée pour accompagner les gens, non? Pourquoi une telle réaction? En théorie, oui, le circuit court, c'est bien. Mais là, dans la mécanique des violences institutionnelles, la proximité locale, ça veut souvent dire retourner directement vers la structure qui a couvert l'agresseur. Ah d'accord, donc on demande finalement à la victime de se tourner vers l'employeur direct de celui qui l'a agressé. C'est tout le nœud du problème. L'INIR déconnectait la réparation du pouvoir financier et moral de l'évêque local. Avec Renaître, on réintroduit ce conflit d'intérêts. L'institution redevient juge et partie. C'est ça. Et ça détruit complètement cette distance d'indépendance qui avait été si difficilement acquise. Voilà où ça devient vraiment intéressant dans nos sources. C'est précisément cette perte d'indépendance qui pousse des acteurs de terrain, comme Marie Desrosins, à tirer la sonnette d'alarme. Oui, elle agit vraiment comme une vigie en ce moment face à ce qu'elle perçoit comme un rouleau compresseur institutionnel. Et le collectif Voix libérée insiste bien là-dessus. Pour eux, l'INIR, c'était pas juste de la bureaucratie froide, c'était un lieu humain, un espace de relèvement. Tout à fait. Et on voit souvent ça, cette tentation classique des grandes structures de vouloir rationaliser. De reprendre le contrôle en oubliant la chair et les blessures des individus derrière les dossiers. Absolument. La confiance, ça ne se décrète pas en changeant un organigramme, quoi. Ça se construit avec le temps, dans l'écoute. Le grand risque ici, c'est d'effacer les acquis post-SIAZ. Il ne faut pas détruire ce qui a commencé à réparer. C'est ce qui ressort très clairement de toutes nos sources. Le débat, au fond, ce n'est pas une simple querelle de structure administrative. Non, pas du tout. L'enjeu, c'est de savoir si l'institution accepte durablement de se laisser déplacer par la parole des victimes ou si sa logique de contrôle reprend le dessus. Et ça soulève une réflexion finale assez provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Je vous écoute. Si la confiance envers une structure ne repose finalement que sur des relations humaines tissées avec le temps, on peut se demander si une grande institution peut un jour garantir une vraie justice pérenne. Sachant que ses dirigeants et ses rouages changent constamment. Exactement. Est-ce possible sans déléguer définitivement son propre pouvoir de jugement à des tiers ? C'est une question très complexe qui mérite vraiment d'être gardée en tête face à toute organisation qui promet de s'autoréguler. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée.
Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.